Je ne vous cache pas que au début j'étais réticente pour faire ce sujet autant que plénière, parce qu'en général il se prête plus pour un atelier pratique et pas pour une plénière. Mais on va essayer de faire de cette plénière quelque chose d'interactif. Donc je compte sur vous. Alors, le foie, comme vous connaissez tous, c'est l'organe principal de l'abdomen, puisque c'est un organe qui est doté de plusieurs fonctions biologiques. C'est un organe qui est considéré comme la plus grande glande de l'organisme, puisqu'il pèse 1,5 kg de poids et il a un diamètre qui est environ de 25 cm jusqu'à 30 cm de diamètre transversal. Donc malgré toutes les avancées de techniques de l'imagerie, à savoir le scanner, l'IRM, la tomographie par émission de positons et toutes les avancées d'imagerie, l'échographie reste quand même la technique d'imagerie de choix pour l'étude du foie. Pour vous dire, quand on fait une IRM hépatique ou un scanner hépatique, il faut absolument compléter par une échographie du foie parce que ça nous permet d'avoir plus d'informations. Donc les objectifs, ça sera de vous donner un peu des bases théoriques et pratiques, bien sûr. Et puis, on va voir des aspects normaux et des aspects pathologiques du foie et des voies biliaires en échographie. Et donc, le plan sera en 2 parties. La première partie, bien sûr, on va passer par des repères, un rappel anatomique, c'est obligatoire, mais ça ne va pas être le rappel anatomique barbant qu'on voit tout le temps, ça sera axé sur les repères anatomiques importants pour l'échographiste. On va voir aussi la technique d'examen d'échographie, l'écho-anatomie normale, puis en deuxième partie, ça va être vraiment interactif, ça va être sous forme de cas cliniques avec des images d'échographie. Alors, pour l'anatomie, donc vous savez que le foie a une forme qui est triangulaire, pyramidale, grossièrement, et qui a 3 faces. Une face antéro-supérieure qu'on appelle pariéto-diaphragmatique, puisqu'elle a ce rapport avec la paroi et le diaphragme, puis une face postérieure qui est accolée au rachis et qui a comme principal rapport anatomique la veine cave inférieure, on verra l'utilité de ce rapport, puis une face inférieure ou viscérale parce qu'elle a un rapport avec l'estomac, la région anthropylorique et même le côlon transverse quand il est météorisé, et c'est pour ça qu'on appelle une face viscérale. La face antéro-supérieure. Bon, on a toujours dit dans l'anatomie, dans les cours d'anatomie qu'on a vu, le foie est de couleur rouge, brunâtre, avec à surface lisse. Mais autant qu'échographiste, je m'en fous que ça soit rouge ou brun parce que je travaille avec des niveaux de gris, du blanc et du noir. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment dans cette face antéro-supérieure? Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est le ligament falciforme. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ce ligament falciforme? Parce que dès que je le visualise en échographie, je sais que ce qu'il y a en dedans, c'est le lobe gauche et ce qu'il y a en dehors, c'est le lobe droit. Donc c'est un repère anatomique important pour l'échographiste parce que ça me permet de localiser ce qui appartient au lobe gauche et ce qui appartient au lobe droit. Il est intéressant aussi dans le sens où, chez les sujets obèses, puisque c'est un ligament qui est amarré de part et d'autre par de la graisse, et donc chez les sujets obèses, il est mieux visible par rapport au sujet maigre où il est réduit à un petit trait fin, d'accord, mais qui est visible en échographie sous forme d'un trait blanc, d'accord, qui nous permet de faire la part des choses. Donc, premier repère anatomique pour l'échographiste, le ligament falciforme. La face viscérale ou inférieure, alors, le principal élément et repère, c'est ça, c'est la vésicule biliaire. Dès que j'arrive à visualiser la vésicule biliaire, je sais que tout ce que le segment qui est accolé en dedans, c'est le segment 4. Et celui qui est en dehors, c'est le segment 5. Donc déjà, tout ce qui est casse-tête de segmentation, ça va devenir facile avec le repère. Vésicule biliaire, en dedans, segment 4, en dehors, segment 5. Alors,
Troisième repère qui est important au niveau de la face postérieure, on en a parlé, c'est la veine cave inférieure. Il faut préciser une caractéristique qui fragilise un peu cette face postérieure, c'est le fait qu'il n'est pas couverte de péritoine, alors que les deux autres faces sont couvertes de péritoine. Ce qui fait quand on a une lésion au niveau de cette face postérieure, il se propage rapidement vers la veine cave inférieure. Et donc, c'est un élément important à connaître et à chercher à chaque fois où on a une lésion traumatique au niveau de cette face postérieure. Pensez à voir cette veine cave inférieure parce que, comme vous le savez, les lésions traumatiques de la veine cave inférieure est beaucoup plus dangereuse que les lésions du parenchyme. La veine cave inférieure, elle draine 3 veines qui sont les veines succépatiques. Regardez ici, c'est la veine succépatique gauche, puis on a la médiane, puis on a la droite. Et donc, dès qu'on a une coupe sur laquelle on a ces 3 veines, on a déjà une idée sur 4 segments déjà. Et c'est très facile et je vous vais donner l'astuce. Déjà, en dedans du segment de la veine gauche, c'est le segment 2. Donc, entre les deux veines succépatiques, à savoir la gauche et la médiane, c'est le segment 4. Entre la succépatique médiane et la droite, c'est le segment 8. Alors, l'astuce, c'est aller 2 fois 2, c'est 4, fois 2, c'est 8. Donc, c'est rapide, 2, 4 et 8. Donc, déjà, j'ai 3 segments et facile dès que j'ai une seule veine succépatique parce que ça me permet de voir le reste. Et là, bien évidemment, c'est le segment 7 qui reste vraiment en dehors de la veine succépatique droite. Donc, voilà la fameuse segmentation hépatique qui nous fait peur à tous, mais elle est très simple puisqu'on va utiliser nos repères. Donc, ici, la veine cave inférieure, ici, la veine succépatique gauche, la médiane, la droite, et donc systématiquement le 2, le 4, le 8 et le 7. Ici, c'est le lit vésiculaire, donc je sais que ça, c'est le 4. Et ça, c'est le 5. Et comme vous voyez, le segment 4, il est assez volumineux, d'accord? C'est pour ça qu'on le subdivise en 2 parties, la supérieure et l'inférieure, parce qu'il occupe vraiment la partie supérieure et la partie inférieure du foie. Alors là, on va faire un petit exercice juste pour voir est-ce que vous avez retenu un peu les segmentations. Donc, on reconnaît ici la veine cave inférieure, n'est-ce pas? Puis, on a les 3 veines. D'accord? Je l'ai mis exprès en noir et blanc parce que c'est comme ça qu'on voit en échographie. D'accord? Donc, si je vous demande ce segment, c'est quel segment? 8, voilà. Et celui-là, c'est le 4. Et celui-là, le 2, voilà. Et ici, 7, très bien. Et là aussi, c'est toujours le 4. Et ici, le 5. Donc, déjà, on a... ça ne pose plus de problème, j'espère, la segmentation. D'accord. Donc... Vous allez me dire, alors comment je fais pour repérer, par exemple, entre le 8 et le 5? C'est simple, on va revenir à cette... voilà, c'est le 3e repère anatomique qu'utilise l'échographiste. C'est ça, c'est le tronc-porte, la veine porte. La veine porte qui assure les 2/3 de l'apport sanguin du foie. Alors que l'artère hépatique n'assure que le tiers. En général, c'est le contraire dans les autres organes. Par contre, dans le foie, c'est le contraire. C'est la veine porte qui assure les 2/3, l'artère, elle n'assure que le tiers. D'accord? Et donc, c'est cette veine porte qui va bifurquer en 2, la branche portale droite et gauche et la branche portale droite. Et c'est cette bifurcation portale qui va me permettre de faire qui va faire la frontière entre tout ce qui est supérieur et inférieur. Donc voilà le repère important pour l'échographiste. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est bon, on a fait les repères importants pour l'échographiste. J'espère que vous avez retenu un peu que ce n'est pas très barbant comme rappel anatomique. Donc, c'est le ligament falciforme, c'est les veines succépatiques, c'est la vésicule biliaire et, bien sûr, la veine porte avec la bifurcation portale. Voilà ce que vous devez retenir en anatomie. Alors, on passe maintenant à la technique d'examen. La technique d'examen, bien sûr, vous savez qu'un examen échographique, ce n'est qu'une continuité d'un examen clinique. D'abord, je dois penser à un diagnostic avant de chercher. Donc, le patient
bien sûr, doit être préparé et doit être à jeun. 4 heures est suffisant. J'ai mis 6 heures, mais ce n'est pas vrai. Hein? Donc 4 heures est suffisant pour être à jeun, vraiment. Pourquoi? Pour garder les voies biliaires pleines. Alors, pas mal de fois, il nous arrive d'avoir un patient qui est à jeun et vous trouvez que les voies biliaires sont vides. Vous lui demandez, mais vous avez mangé quelque chose? Il dit, non, non, je vous assure que je n'ai rien mangé. Et pourtant, il a les voies biliaires qui sont vides et la vésicule biliaire qui est vide. Donc, pensez à lui demander s'il n'a pas fumé une cigarette. La nicotine contracte la vésicule biliaire et vide les voies biliaires. Le café, un petit café, c'est rien du tout. Un petit café, il contracte les voies biliaires. Donc, pensez à dire à vos patients, il ne suffit pas d'être à jeun, ne buvez pas du café, même si c'est un petit café, et ne fumez pas de cigarette. Après, et donc de préférence, le faire le matin, hein, très tôt, et après, il peut faire ce qu'il veut. Donc, le choix de sonde, ça dépend. Hein, si le patient est corpulent, il faut que ça soit une sonde de 3,5. Par contre, si le patient est normal, une sonde de 5 est suffisante. D'accord? Donc, vous voyez que les mégahertz augmentent avec... Voilà. Donc, si je fais une sonde de 7,5, ça veut dire que je ne vais voir que la superficie. Alors que c'est une sonde de 3,5, je vais mieux voir en profondeur. Donc, en général, l'abdomen, c'est 3,5 et 5. Et parfois, même, on peut utiliser la sonde à 7,5 pour voir un peu les contours du foie, les choses un peu plus superficielles. Le problème avec le foie, c'est quoi? C'est que c'est un organe qui est caché. Il est caché de partout. On n'a que cette petite fenêtre acoustique. D'accord? Vous voyez, il y a la grande partie cachée par la cage thoracique. Mais il a aussi l'avantage d'être un organe qui est mobile avec la respiration. Et donc, je vais utiliser cette respiration pour dégager le maximum du foie. Alors, comment je fais? D'abord, je demande au patient de lever le membre supérieur sur la tête. Parce qu'en demandant au patient de faire cette manœuvre, je tire sur la cage thoracique. Et en tirant sur la cage thoracique, je dégage une partie du foie. Donc ça, c'est vraiment très simple. Tout patient peut le faire, sauf les gens, bien sûr, traumatisés en réanimation. D'accord? Et puis, une autre manœuvre, je demande au patient d'inspirer profondément et de bloquer en inspiration. Parce qu'en faisant l'inspiration profonde, je bloque, je gonfle les poumons, je fais descendre le diaphragme et le diaphragme il va faire descendre le foie. Et donc, le foie est mieux dégagé. Donc, ce sont les deux manœuvres. Donc, les règles d'or, le patient à jeun. N'oubliez pas le café et la nicotine. Demandez au patient de faire passer le bras droit au-dessus de sa tête pour attirer le maximum la cage thoracique vers le haut. L'inspiration profonde pour dégager le foie le maximum. Et tout ça n'est rien si le patient n'est pas coopérant. Ça veut dire des fois, il ne comprend pas c'est quoi inspirer. Hein? Donc vous lui dites et voilà. Et vous avez votre foie. Voilà. Donc, essayez un peu. Et bien sûr, il faut que le patient, il ne faut pas s'éterniser à faire la sonde et oublier le patient. Il va se fatiguer et après, quand vous allez lui demander de refaire une inspiration, il ne pourra pas. Donc, allez-y mollo avec vos patients. Voilà. Alors, les positions. C'est la position en décubitus dorsal. Et puis, on peut aussi s'entraider de la position en décubitus latéral gauche. Voilà, c'est plus propice chez certains patients. La technique d'examen. Il faut savoir que le foie, c'est comme ce morceau de foie gras ici. Ça veut dire, si vous faites que 4 coupes, ne croyez pas que vous avez vu tout le foie. Il faut vraiment passer tout le foie en crible. Couper tout le foie. Alors, il faut vraiment sortir et rentrer dans l'organe, mais vraiment dans tous les sens, dans le sens antéro-postérieur et dans le sens latéral pour dire qu'on a, parce que c'est quoi une échographie? C'est juste des coupes. Et donc ces coupes, il faut faire plusieurs coupes et essayer d'imaginer dans la tête l'ensemble de ces coupes. Donc il y a 2 techniques. Il y a cette technique-là qui est simple.
Voilà, ça veut dire qu'il suffit de passer la sonde de haut en bas, voilà, d'une manière à entrer et sortir de l'organe. Vous voyez ici, c'est que le foie gauche. D'accord? Donc c'est une technique qui est très simple. On peut aussi le faire dans le sens antéro-postérieur et latéral. Et puis il y a cette technique-là. Cette technique, ce qu'on appelle la technique en éventail. Ça veut dire que la sonde, la partie inférieure de la sonde est fixe, mais c'est la partie supérieure qui bouge. Et c'est intéressant, pourquoi? C'est intéressant quand on a une petite fenêtre. Ça veut dire que vous n'avez pas un grand espace où vous pouvez faire bouger la sonde. Donc, vous fixez la partie inférieure de la sonde dans cet endroit et vous faites bouger que la partie supérieure. Ça s'appelle la technique en éventail. Bien sûr, quelle que soit la fenêtre que vous utilisez, vous avez déjà les repères que vous connaissez maintenant qui vous permettent de vous localiser. D'accord? Mais néanmoins, il y a quand même des coupes de référence qu'on va voir maintenant. Quelles sont ces coupes de base? Les coupes de base, c'est dans tous les sens. Longitudinale, transversale, oblique, récurrente, intercostale. Ça veut dire qu'on utilise vraiment tout ce qu'on peut utiliser. Alors, les coupes longitudinales, ça, ce n'est que pour simplifier un peu, qu'est-ce que ça veut dire les coupes de référence longitudinales? Les coupes longitudinales, c'est comme ça, vraiment, c'est perpendiculaire au foie. Et regardez les trois coupes longitudinales de référence. La première, elle est vraiment médiane, d'accord? La deuxième, elle est paramédiane, mais vraiment accolée à la première, hein, elle est paramédiane. Et puis, la troisième, elle est un peu latéralisée sur la ligne médioclaviculaire, d'accord? Donc, on peut tracer visuellement cette ligne qui va de la moitié de la clavicule jusqu'en bas. C'est la ligne médioclaviculaire. Ce sont les trois coupes longitudinales de référence. Et regardez ce qu'on voit. Regardez la position de la sonde, les trois coupes. La première coupe médiane, regardez ce qu'on voit. On voit ici le foie. Voilà, c'est le lobe gauche. Avec même, qu'est-ce qu'on voit ici? Le ligament falciforme. Donc vous voyez, on va vraiment tracer la limite, vraiment, d'une manière claire et nette. Et qu'est-ce qu'on voit ici? L'aorte, effectivement, avec le transcéliaque qui est la première branche. Voilà, le transcéliaque est là. C'est la deuxième branche, c'est l'artère mésentérique supérieure. Et regardez, entre l'artère mésentérique supérieure et l'aorte, c'est le fameux espace où pince aortomésentérique, où passe la veine rénale gauche, où passe la veine rénale gauche. Il faut vraiment s'acharner à voir quand on a une varicocèle gauche. Hein? D'accord? C'est aussi un endroit où il faut chercher. Donc, c'est la première coupe. Vous voyez, lobe gauche, ligament falciforme, l'aorte, les deux premières branches artérielles. La deuxième coupe qui est juste à côté, hein, qui est paramédiane. Regardez ce qu'on voit. Toujours, on est toujours sur le lobe gauche. D'accord? On est toujours sur le lobe gauche. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La veine, voilà. Puisqu'on a l'aorte dans la première coupe, donc la deuxième coupe, qu'est-ce qu'il y a? Le gros vaisseau qui est accolé à l'aorte, c'est la veine cave. Voilà. Et regardez, on voit la veine cave et même son abouchement dans le cœur. Son abouchement dans le cœur, c'est très important parce que cette coupe, il va nous permettre aussi de voir s'il y a un épanchement péricardique. C'est important. Troisième coupe, il est bien loin des deux premières coupes. Et regardez ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le lobe droit, d'accord? Pour être plus juste, il faut dire lobe parce que lobe, ce n'est pas la même chose que foie. Quand on dit foie droit, ce n'est pas la même chose que lobe droit. Donc, le lobe droit. Et là, on reconnaît le rein droit avec le fameux espace qui se trouve entre le rein et l'espace de Morisson où il faut chercher l'acide ou un épanchement chez un traumatisé d'accord. Voilà, ou une pancréatite. Voilà. Donc, retenez bien les trois coupes longitudinales de base. Et la surrénale droite, si elle est vraiment hypertrophiée, mais en général, on n'arrive pas à la voir. En général, c'est tellement millimétrique. Regardez, là, on voit un petit bout, mais on n'arrive pas vraiment à l'étudier correctement. Mais s'il y a une masse au niveau de la surrénale, c'est la coupe idéale pour la voir, effectivement. On passe. Est-ce que c'est bon pour les coupes longitudinales? OK.
Les coupes transversales maintenant. Et vous avez vu ici, les coupes transversales, elles sont un peu centrées sur le foie gauche parce que le foie droit, il est complètement caché par la cage et tout. Donc, je ne peux explorer que le foie gauche et une partie du foie droit quand même, du lobe droit plutôt. D'accord? Alors, les 3 coupes transversales, parallèles, tranquilles, j'utilise la technique, la première technique, la deuxième technique comme je veux. D'accord? Mais qu'est-ce que ça me donne comme image? Première image, regardez la première coupe où elle passe, elle est vraiment très haute. Hein? Ça veut dire que je rase un peu l'appendice xiphoïde. Et donc, j'ai une vue magnifique sur le cœur. Voilà, le cœur, pas le pancréas, il est très bas situé. C'est le cœur et vraiment la partie toute supérieure du lobe gauche du foie. Vous voyez, c'est vraiment toute petite, mais c'est la vue sur le cœur qui est magnifique parce que je peux voir s'il y a un épanchement péricardique surtout, mais aussi je peux voir la motilité cardiaque chez des patients qui font un état de choc et je ne sais pas est-ce que je dois remplir ou pas. J'ai une idée sur la motilité cardiaque, comment elle est. C'est très important. Et c'est très simple, il suffit de raser l'appendice xiphoïde, d'aller vraiment à la partie la plus supérieure et de poser la sonde doucement. Alors, deuxième coupe transversale, regardez ce que je vois. C'est toujours le lobe gauche du foie. Et là, qu'est-ce que je vois à la partie postérieure? La veine cave inférieure avec l'émergence de la première veine sushépatique gauche. Et donc, si j'ai la veine sushépatique gauche, c'est quel segment celui-là? Le 2, effectivement, ici. Le 4 supérieur. Et voilà, donc j'ai déjà mes 2 segments et je peux les étudier facilement. Et puis là, on vient à la partie vraiment la plus inférieure et transversale. Je vois la partie inférieure du foie du lobe gauche. Et là, celui qui parlait tout à l'heure du pancréas, là, je vois un bout de pancréas, effectivement. Voilà, ce sont les 3 coupes longitudinales, transversales de base. Mais bien sûr, on ne va pas faire que les 3 coupes. Il faut vraiment balayer tout, en totalité. Mais ce sont que quelques coupes de base qu'il faut absolument voir, mais il faut passer en totalité. Alors, les 2 autres coupes qui restent, c'est les coupes récurrentes et les coupes obliques. Voilà, regardez la coupe oblique. Qu'est-ce que ça veut dire une coupe oblique? C'est une coupe qui est tout simplement, elle est oblique et elle est perpendiculaire au rebord costal. Vous voyez ici le rebord costal? Alors, la coupe oblique est perpendiculaire à ce rebord. Donc, je repère mon bord et je pose d'une manière perpendiculaire parce que c'est une coupe magnifique parce que j'arrive à voir et la vésicule biliaire, le tronc-porte. C'est vraiment la voie biliaire principale. Elle est riche. C'est une coupe ou 2, mais ils sont riches en informations. Et puis, on a les coupes récurrentes. Les coupes récurrentes, ils sont en sous-costal. Ça veut dire vraiment, je repère le rebord costal et je passe sous les côtes. Je passe sous les côtes avec ma sonde et là, puisque j'ai cette fenêtre qui est vraiment, j'ai cet obstacle qui est ces côtes, là j'utilise la technique d'éventail. C'est ce qu'on appelle les coupes récurrentes sous-costales. Voilà la coupe oblique perpendiculaire, regardez, elle est vraiment très jolie parce que je peux voir la vésicule biliaire, le tronc-porte avec un début de bifurcation et la voie biliaire principale, pas sur cette coupe, mais sur une autre coupe qui est juste parallèle à elle, d'accord? Et puis les coupes récurrentes, magnifique coupe récurrente parce que je peux voir vraiment un éventail de coupes échographiques. Regardez, ah là c'est écrit mais vous pouvez le faire, ça c'est la veine. Allez-y, voilà, veine cave inférieure. Et ça, gauche, médiane, droite. Alors ça, c'est quel segment? 2, et ça. 4, et ça. 8, et ça. Le 7, et voilà, vous avez tout. Vous avez déjà tout. C'est la même coupe ici, ce n'est pas la peine qu'on reprenne. Et je peux avoir aussi la bifurcation portale, juste en descendant un petit peu, à la technique d'éventail. Regardez ce que j'ai ici, c'est la fameuse bifurcation portale. Vous voyez? La fameuse bifurcation portale qui me fait la part des choses entre les deux si je me trompe de segment. Exactement. Et là, j'ai toujours la veine cave inférieure parce qu'elle amarre toute la face postérieure, donc je vais la voir sur toutes mes coupes. D'accord? Une chose intéressante, c'est qu'entre la veine cave inférieure et le tronc-porte, j'ai le segment 1. Voilà. C'est très important. Pourquoi? Parce que dans les foies dysmorphiques,
dans les foies de cirrhose et tout, j'ai cette modification de taille de ce segment 1 qui est facile à repérer, très facile à repérer. D'accord? Et donc, en général, il s'agit d'une augmentation de la taille du segment 1 contre une atrophie du segment 4. Donc, je connais le segment 4, il suffit de repérer la vésicule biliaire. Je vois le segment 4, je vois qu'il est petit, et je repère la veine cave inférieure. Avec la bifurcation, je vois le segment 1 grand, et je conclus à une dysmorphie hépatique déjà. D'accord? Troisième coupe récurrente qui passe par la vésicule biliaire. Ici, c'est quel segment? 4 inférieur. Maintenant, vous pouvez être plus précis que ça. D'accord? Le 4 inférieur, ou ce qu'on appelle le 4B. D'accord? Et puis ici, le 5. D'accord? La même chose, regardez, là, la différence entre vésicule biliaire pleine et vide. Une grande différence. Je ne peux pas étudier une vésicule biliaire vide et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de lithiase là-dedans. Il faut absolument qu'elle soit pleine pour que je puisse dire correctement. Et puis, il y a les coupes intercostales. Les coupes intercostales, ils trouvent son intérêt, tout leur intérêt, on trouve leur intérêt dans les patients qui ont une colopathie. Ça veut dire vraiment, il y a un météorisme, mais un côlon transverse qui barre la vue. Même si je fais mes coupes, je n'arrive pas, et donc je passe par les espaces intercostales. Ou un patient qui n'est pas coopérant. Il ne sait pas comment inspirer, respirer, il respire tout le temps, ça, on n'arrive pas, je passe par la voie intercostale. Les cirrhoses, les acides, ou quand on a une ascension de la coupole droite, pas mal de fois on a cette ascension, donc le foie est tout le foie, il est sous-costal, même si vous faites toutes les manœuvres du monde, ça ne descend pas. Donc la voie intercostale, elle est faite pour ça. Et justement, la technique d'éventail, elle est intéressante dans cette voie, parce que vous bloquez votre sonde entre deux côtes. Donc, vous ne pouvez pas, même si vous voulez bouger, vous ne pouvez pas. La seule façon que vous pouvez faire, c'est l'éventail. Et vous allez avoir toutes les coupes qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, c'est les mêmes coupes. Il n'y a pas de différence. D'accord? Bon. Ça, par exemple, c'est prise par voie intercostale. Et vous voyez, on a du mal parce qu'on a les artefacts avec les côtes. Mais la petite fenêtre, je l'utilise à fond. Je n'utilise pas qu'une seule voie intercostale. On a plein d'espaces intercostaux. Donc, j'utilise le premier, deuxième, troisième, quatrième et je fais la sommation dans ma tête. D'accord? Je passe. Voilà. Plusieurs coupes de référence. Mais toutes les fenêtres possibles doivent être utilisées. Mais puisque vous avez les repères anatomiques, quelle que soit la fenêtre, même s'il ne s'agit pas d'une coupe de base, même s'il s'agit d'une coupe que vous avez créée, que vous avez inventée, mais puisque vous avez les repères, vous pouvez vous en sortir facilement. D'accord? Allez-y. Voilà, regardez, on peut faire même dans un seul balayage tous les repères. Tous les repères dans un seul balayage. Regardez, là vous avez la vésicule biliaire, on reprend, voilà. Là, on voit très bien la veine cave. Avec l'émergence, vous voyez des 3, segments 2, 4 supérieurs, 8, 7. Je continue. Et je tombe sur la bifurcation. Et je tombe sur le segment 1 qui est tout petit, ici. Donc il est normal. D'accord? Et je suis. Et je tombe sur la vésicule biliaire. Et je l'allonge. Voilà. J'allonge la vésicule biliaire. Très bien. Voilà. Donc, vous utilisez toutes les coupes possibles. Donc, on a fait le rappel, la technique maintenant, l'écho-anatomie normale. Qu'est-ce qu'on doit voir exactement? Qu'est-ce qu'on doit évaluer dans ce foie et ces voies biliaires? La morphologie. La morphologie du foie. En général, c'est des contours qui sont lisses, qui sont réguliers. Ce n'est pas des contours hérissés, ce n'est pas des contours bosselés, des contours bien réguliers. Il faut le voir en premier. Et regardez, pour le lobe gauche, cette partie inférieure qui est convexe comme ça, c'est intéressant. Alors que le lobe droit, regardez, il est concave. D'accord? Ça, c'est intéressant parce que ça vous aide à savoir est-ce que le foie a une forme correcte ou pas. En regardant un peu ses bords inférieurs, au niveau de la face inférieure. Vous voyez, la forme du lobe doit être comme ça, du lobe gauche, alors que du côté du rein, il doit épouser la forme du rein. Ça, c'est important.
La taille en faisant les coupes longitudinales, la coupe médiane et la coupe médioclaviculaire. Les deux coupes permettent de vous dire la taille du foie. Voilà. Donc là, c'est la première coupe avec l'aorte et les deux artères, le transcœliaque et l'artère mésentérique. Et là, je peux mesurer mon lobe gauche correctement. D'accord? La même chose pour le lobe droit. Ça veut dire que je passe à la coupe longitudinale médioclaviculaire et j'ai la façon pour mesurer un peu le lobe droit. L'écogénicité. Le foie doit être un peu plus blanche que le rein. C'est le foie normal. Il doit être un peu plus blanche que le rein, plus noir que la paroi des trompes portes. C'est ça l'écogénicité normale. La vésicule biliaire, je dois étudier le contenu qui doit être transsonore, noir. La paroi qui doit être fine. D'accord? Et je suis la vésicule biliaire et le col. D'accord? Regardez, ça ne doit pas dépasser 10 cm dans le sens longitudinal, 4 cm dans le sens antéro-postérieur et la paroi ne doit pas dépasser 3 mm. Ce sont les taux normaux d'une vésicule biliaire normale. Voilà, la coupe, on peut avoir la voie biliaire principale. Ça veut dire, quand je fais ma coupe oblique, perpendiculaire au rebord costal, celle qu'on a vue tout à l'heure, où on a vraiment le trompe-porte bien allongé, je me décale un tout petit peu, d'accord? Mais je dois garder le trompe-porte en main. Et j'ai ma voie biliaire principale qui est bien allongée, d'accord? Qui n'est pas tout à fait parallèle avec le trompe-porte. D'accord? Il le croise un petit peu quand même, il est un peu oblique, c'est pour ça qu'on ne peut pas les avoir tous les deux dans la même coupe. C'est pour ça, regardez, même ici, je n'ai pas tout le trompe-porte, je n'ai pas cette belle image de trompe-porte. Donc, j'ai un petit bout de trompe-porte, mais j'ai une belle image de la voie biliaire principale, qui ne doit pas dépasser 5, 6 mm, 7 mm, et puis si le sujet a déjà fait une cholécystectomie, on peut tolérer jusqu'à 11, 12 mm qui reste normal. D'accord? Souvent, oui, je vous ai dit, les trompe-portes, les veines succépatiques, ce sont des repères anatomiques, mais parfois, on ne fait pas la différence. Comment je fais la différence entre ce qui est veine succépatique et ce qui est portal? Ben, c'est simple, regardez. Voilà, exactement, monsieur. Il n'y a pas de paroi au niveau des veines succépatiques. Et la branche portale, ils ont une belle paroi blanche bien visible. Et puis, autre chose, si quand même vous avez des veines succépatiques, parce que des fois, on peut avoir des veines succépatiques avec des parois, dans quelques pathologies, je fais un tir Doppler. Je fais le tir Doppler, regardez, c'est le tracé typique d'une veine succépatique avec une double dôme, d'accord? Double dôme, toujours. Avec, même parfois, il est parasité par le cœur, c'est normal, alors que le trompe-porte, c'est un flux Doppler qui suit la respiration, d'accord? Qui est modulable avec la respiration et qui est continu. Ce n'est pas la même chose que les veines succépatiques. Voilà, on passe. Là, vous connaissez maintenant tous les... on passe. Les veines succépatiques. Là, c'est la bifurcation portale, la veine cave, le segment 1. C'est facile maintenant, j'espère. Là, c'est la voie biliaire principale. Et là, c'est le trompe-porte. Et ce point, c'est quoi? Exactement. L'artère hépatique, parce qu'il croise perpendiculairement le trompe-porte. Et donc, si j'ai le trompe-porte allongé, obligatoirement, j'aurai l'artère hépatique sous forme de point. Et le contraire est aussi pareil. Voilà, valable. Voilà, ça, c'est pas la peine de faire des exercices maintenant, j'espère. Hein? On passe. La vésicule biliaire, bien sûr aussi, il faut la prendre dans toutes les coupes. Il ne s'agit pas de l'allonger seulement la vésicule biliaire et de dire oui, la vésicule biliaire est libre. Non, il faut l'allonger, la passer aussi, entrer, sortir dans le sens longitudinal, transversal. Il faut la passer dans tous les sens avant de dire qu'elle est libre et qu'elle est normale. Voilà. On passe. Oui, vésicule biliaire. Vésicule biliaire. Donc, quoi, il faut vraiment passer, sortir et rentrer avant de dire qu'elle est normale. C'est une vidéo simple. Voilà, maintenant on passe à la deuxième partie où il faut vraiment que vous soyez
Interactif. Alors, temps écoulé. Ah oui, d'accord. Donc je vais être plus rapide. Hein? Oui, je vais faire des cas cliniques rapides. D'accord? Je vais faire des cas cliniques rapides. Là, c'est une image classique. Hein, tout le monde reconnaît la lithiase avec hyperéchogène, avec le cône d'ombre postérieur. Là aussi, c'est l'image classique avec plein de lithiase, plein de microlithiases. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le contenu, il est comment? Il est échogène, c'est ce qu'on appelle le sludge. Voilà, le sludge. Voilà, il faut bien sûr, quand on veut étudier la paroi, il faut étudier la paroi antérieure, jamais la paroi postérieure, parce que la paroi postérieure, c'est accolé au viscère, et donc on n'a jamais une vraie estimation de la paroi. Bien sûr, quand on a une vésicule pleine de sludge et de lithiase, il faut absolument voir la voie biliaire principale qui est ici, dilatée avec une lithiase là-dedans. On passe macrolithiase. Là, c'est quoi? Pardon? Cholestérolose, c'est des polypes cholestéroliques à différencier avec les lithiases parce qu'il n'y a pas de cône d'ombre, d'abord. Deuxièmement, ils sont multiples, ils sont rattachés à la paroi, ça veut dire que même quand vous mobilisez le patient, il reste accolé. Voilà. Et ça, c'est quoi? Une tumeur? Laquelle? Est-ce que vous pouvez dire laquelle? Pardon? Le calculocarcinome? Si je vous dis que non, c'est pas ça. C'est un simple adénome. D'accord? C'est un simple adénome, il est un peu hypoéchogène par rapport au reste, ça veut dire un peu noir, mais il ne dépasse pas 1 centimètre. Dans ce cas, il ne faut pas lâcher vos malades. Ça veut dire, dans ce cas, quand vous trouvez un adénome, c'est vrai, c'est une tumeur bénigne qui ne nécessite rien, mais il faut le surveiller dans 3 mois. Et regardez si cette tumeur, elle augmente de volume ou pas. Si elle augmente de volume, là, on passe à ce que vous avez dit, madame. D'accord? Ça veut dire qu'il faut toujours avoir dans la tête le néocalcul ou le cancer. Donc là, juste pour vous montrer la différence, là, c'est des multiples formations. Là, en général, c'est une formation unique. Les deux sont rattachés à la paroi. Là, c'est hyperéchogène, c'est blanc. Là, en général, c'est hypo. D'accord, c'est noir. Et puis, quand vous faites un tir Doppler, il est vascularisé de l'intérieur. Là, c'est quoi? Un cancer. Un calcul? Qu'est-ce que je dois avoir pour parler d'un calcul? Est-ce que j'ai un cône d'ombre? Alors, ce n'est pas un calcul. Voilà. Donc, c'est fini avec le calcul. Donc, c'est quoi? C'est soit soit un polype, mais il est un peu hypoéchogène, donc ce n'est pas un polype cholestérolique. Et puis les polypes en général, on doit avoir au moins 2, ils doivent être assez nombreux. Donc là, c'est un peu hypoéchogène, d'accord? C'est soit un adénome, soit un cancer. Donc je suis mon patient. Tant que c'est inférieur à 1 centimètre, je surveille le patient pendant 3 mois. Dès qu'il y a un changement, je lance les investigations. S'il n'y a pas de changement, stop. Voilà. Pardon? Si ça ne change pas après 3 mois, ça ne sert à rien parce que même le spécialiste, il va arrêter. Il n'a rien à faire. L'adénome, ce n'est pas quelque chose de méchant. Vous voyez, c'est comme si vous avez un gros calcul qui ne dérange pas, sauf si le malade est symptomatique. Vous voyez, c'est pas important ça ne sert à rien de continuer les investigations. Là, c'est le sludge. Hein? Là aussi, c'est écrit, et là des micro-calculs, voilà, et qu'il ne faut pas prendre pour un sludge, quand même, parce qu'on a un cône d'ombre. On a un cône d'ombre franc, là. Voilà. La paroi est épaissie, effectivement. Donc, exactement. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? Épaissie. J'ai un acide, effectivement. J'ai un petit épanchement ici. Une vésicule, il n'y a pas de lithiase. Donc, c'est un épaississement de
à l'épanchement, à l'acide qu'on trouve chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale. Tout ce qui peut donner une acide peut donner aussi un épaississement feuilleté, comme ça, de la paroi. D'accord? La même chose, hein? L'acide. Oui, ça c'est important. Ça ne sert à rien que je fasse ces cas cliniques. Oui, c'est la vésicule porcelaine, effectivement. Et c'est un facteur de risque du néocalcul. Là, oui. Ah, là, c'est quoi? Là, je peux dire que c'est un cancer dès le premier bout. Hein, parce que, regardez, ça dépasse 1 centimètre. Les contours, vous voyez comment ils sont. Il est hyper écogène, alors que l'adénome, il est hypoécogène. Et puis, il est vascularisé. C'est un cancer. Il faut lancer les investigations. Allez, on passe la vésicule biliaire parce que sinon, docteur Louafi va. Allez-y, rapidement. Voilà, parce qu'on a un foie brillant qui est plus blanc. Voilà. Là. Effectivement. C'est un kyste du foie. C'est ça, c'est ça, il faut dire kyste du foie et puis laisser les autres. Non, allez-y. Soit un abcès hépatique, soit un kyste hydatique. On s'en fout, c'est pas un problème. Il est poussé, mais c'est pas un problème. Mais j'ai compris votre. On y arrivera. Oui. C'est quand même. Voilà, écoutez. Quand vous avez une formation kystique, vous avez un contenu transsonore. Transsonore, c'est un contenu noir, avec une paroi bien régulière, bien limitée. Ne pensez plus abcès, parce que l'abcès doit être un peu écogène, la paroi doit être un peu épaissie, mais là, c'est une paroi qui est bien fine et régulière. Et le contenu, est-ce qu'on peut dire que c'est un kyste biliaire simple? Non. Pourquoi? Il n'y a pas de paroi. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui reste? Un KH type 1. Voilà. C'est vraiment typique, hein? Le kyste hydatique type 1 avec la paroi propre et tout, alors que le kyste biliaire, il n'y a pas de paroi. Il n'y a pas de paroi. D'accord? Le kyste biliaire, il peut être festonné, il peut être... Mais il n'y a pas de paroi. Il n'y a pas de véritable paroi. Et là, sans lire la vignette clinique. Ah... Voilà. Vous voyez un peu les bords fractueux, vous voyez un peu le contenu qui est écogène. Donc là, c'est un abcès. Voilà, et la patiente est fébrile. Mais c'est vrai qu'il faut toujours confronter aux données cliniques parce que l'image seule peut aussi peut dire autre chose. Un cancer aussi peut se manifester de la même manière. Oui. La patiente peut être fébrile et avoir un cancer surinfecté aussi. Donc, c'est vraiment toujours la hantise. Ça veut dire, dans ce cas, il faut dire que c'est un abcès, traiter et revoir jusqu'à nettoyage. Voilà. Là, c'est la même chose. Hein? C'est toujours un abcès. Là, c'est typique. Ouais. Et là? Voilà, c'est une découverte forte. La femme, elle vient pour colique néphrétique gauche. Et je trouve, c'est un angiome. Mais ça peut être autre chose. Exactement, parce que les métastases peuvent prendre toutes les formes. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Contrôle échographique, ça peut ne pas donner grand-chose. Pardon? Un scanner. Voilà, parce que l'angiome est typique sur le scanner, on ne peut pas le louper. Parce qu'il a cette prise en contraste en mode périphérique à la phase artérielle et puis à la phase tardive, il s'homogénéise complètement. Et c'est vraiment typique. Voilà. Là. Voilà. Mais ici, il faut faire attention parce que le contexte est un peu différent. C'est un patient qui est suivi pour une hépatite. Donc là... Voilà, exactement. Et oui, le foie est hétérogène. Exactement, c'est l'aspect caractéristique et typique d'une métastase hépatique en œil de bœuf. C'est-à-dire, si on a ça, ce n'est pas la peine d'aller très loin. Ce sont des métastases, il n'y a pas de diagnostic différentiel à donner.
Là. Regardez le foie, comment il est. Oui, l'acide, on a l'acide. Mais le foie, il est comment? Il est atrophique et les contours irréguliers complètement. C'est quoi? C'est la cirrhose atrophique du foie avec une décompensation acétique et même j'ai l'épaississement de la paroi de la vésicule biliaire, aspect feuilleté. Voilà, je vous remercie. Voilà, c'est fini.